Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce rendez-vous de votre émission, le 7 Info, ce soir donc, piloté par Alain Couriol. L'équipe du dimanche vous salue. Nouveau rendez-vous, l'essentiel de l'actualité de la semaine. C'est ici 4 invités pour conduire donc cette émission. Le député Ousseini Tamboura, il est membre du bureau politique national du Mouvement du Peuple, le Progrès MPP avec nous. Il répondra aux critiques sur la gouvernance MPP en ce moment. Et puis avec nous également Ousmane Ouedraogo, il est secrétaire général adjoint de l'Alliance Police Nationale, l'APN. Il sera avec lui question de parler donc de décisions de justice non respectées par l'autorité. Et puis avec nous également, il est de retour, notre consultant politique, Siaka Koulibaly, fraîchement rentré de la Chine populaire. Et il a visiblement beaucoup appris de ce pays. Il nous en dira dans un instant. Bonsoir, bienvenue. Le 7 Info, c'est parti. Particulièrement difficile pour les animaux en divagation dans la ville de Ouagadougou. La mairie est décidée à en finir avec le phénomène. Elle a engagé la traque. L'opération se veut inopinée. Les agents commis à la tâche arpentent les quartiers identifiés. Et dès qu'ils aperçoivent des bêtes en divagation, c'est la traque. La capture, puis l'embarquement. Mais à ces agents, la tâche ne sera pas toujours facile. Ici à Belleville, quartier de l'arrondissement 6, ils vont faire face à une farouche opposition de certains propriétaires d'animaux. C'est la course-poursuite. Les uns pour capturer, les autres pour secourir leurs bêtes. Certains riverains conduisent leurs animaux dans la cour, verrouillent le portail, mais les agents municipaux sont déterminés. S'ensuit alors de vives discussions. Les populations s'offusquent du fait que les agents poursuivent leurs moutons jusque dans leur domicile. Ils semblent ne pas encore comprendre ce qui se passe. On doit interpeller ceux qui sont en train de lever en ville. C'est pour cela que j'ai demandé s'ils avaient la convocation, on vous donnait seulement et puis partait. Non, mais comment ils sont rentrés pour les prendre dedans, c'est ça le problème. Ah, d'accord. De toutes les façons, ouais. On va vous remettre la convocation et vous allez venir répondre. Parce que vous élevez en ville. C'est ça. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas élever en ville. Ça c'est un. Si vous les avez attrapés ici, là, vous allez partir avec. Les riverains qui auront vu leurs animaux saisis devront se rendre dans les mairies de leurs arrondissements pour récupérer leur bétail. Mais ils devront payer des amendes. C'est-à-dire un bœuf, il doit payer 50 000 francs plus 10 000 francs comme droit de fourrière, suivant le nombre de jours qu'il aura passé dans la fourrière. Pour les petits ruminants, comme ce que vous voyez déjà, c'est 30 000 francs qu'ils doivent payer et le droit de fourrière avant de récupérer leurs animaux. Si les propriétaires ne se manifestent pas 3 jours après la saisie, les bêtes seront vendues aux enchères. L'opération qui a débuté ce 27 août se déroule dans les 12 arrondissements de la commune de Ouagadougou. L'initiative est de la mairie centrale de la capitale. Un signal fort aux habitants de la ville de Ouagadougou que nous ne sommes pas au village où on doit élever. Vous savez qu'avec les animaux en ville, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup d'insalubrité et puis il y a aussi que les animaux broutent les arbres que nous plantons. Cette sortie a permis de capturer une trentaine de moutons. L'opération se poursuit durant toute la semaine et la commission environnement et développement local ambitionne la pérenniser. Voilà, une semaine d'actualité marquée également par le mouvement d'humeur des GRH, les gestionnaires des ressources humaines. C'est désormais un bras de fer qui est engagé entre ces travailleurs
et le ministre de tutelle. Que se passe-t-il exactement au ministère en charge de la fonction publique? On sait que la tension est montée d'un cran depuis le lundi dernier avec des sit-ins spontanés des gestionnaires des ressources humaines. Les manifestants refusent de parler de grève ou d'arrêt de travail. Mais le ministre, lui, semble exténué. Il parle d'arrêt de travail entamé depuis le mois d'avril. Parce que depuis le mois d'avril, ce que nous constatons, il n'y a plus de traitement des dossiers d'avancement, il n'y a plus de traitement des dossiers de régularisation des situations administratives, il n'y a pas de traitement d'intégration de nouveaux fonctionnaires, il n'y a pas d'organisation des concours professionnels, des concours directs. L'exemple, par exemple, c'est que les concours professionnels qui devaient avoir lieu le 16 mai ont dû être organisés que la semaine dernière. On constate que les dossiers des retraités, c'est ce qui est le plus sensible. Parce que ceux qui refusent de traiter sont les fils de ceux qui sont admis à la retraite aujourd'hui. Les dossiers de ces retraités ne sont pas traités. Alors nous avons décidé en tout cas de ne plus utiliser nos moyens personnels dans le cadre du service. Ce qui fait qu'effectivement on constate un ralentissement du travail, sinon personne n'a jamais refusé de faire un travail. Si on en arrive à cette situation jugée extrême, c'est la faute au professeur Seni Ouedraogo, regrette les travailleurs, qui pointent du doigt l'absence de dialogue. Alors tout ce que c'est le manque de dialogue. Et pour être franc, les ministres refusent tout dialogue. C'est ça notre difficulté aujourd'hui. Si c'est ça le dialogue, j'assume que je refuse de me mettre, je dirais, dans cette camisole de force dans laquelle on veut m'enfermer. Parce que le dialogue tel qu'on veut me l'imposer signifie que le gouvernement doit accepter les propositions d'une partie. Pendant longtemps, j'ai voulu garder le silence, mais aujourd'hui, je me permets de m'ouvrir en vous donnant des documents à l'appui. Un document qui aurait été signé par le syndicat national des gestionnaires des ressources humaines qui précise la question de motivation réclamée à corps et à cri. Une demande de prime de motivation pour les catégories PA de 300 000 francs, une indemnité d'ascentre de 400 000 francs, un trousseau GRH, documentation juridique et technique, 500 000 francs par an, frais de communication, 250 000 francs par mois, téléphone portable, 200 000 francs CFA par an, ordinateur portable, 500 000 francs CFA par an, carburant, 150 000 francs CFA par mois, indemnité de représentation, 150 000 francs par mois, indemnité de responsabilité. Indemnité de responsabilité, c'est graduel, 300 000 francs. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que le protocole d'accord d'ailleurs ne parle pas de primes de motivation, mais des éléments de motivation. Alors quand on parle d'éléments de motivation, ça peut être quoi? Nous avons beaucoup d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et également, même si effectivement on parle de primes de motivation, c'est assez restrictif en fait. C'est très restrictif et effectivement il y a beaucoup d'autres éléments qui peuvent donc rentrer en ligne de compte. Et ce qu'il dit que le montant est exorbitant, alors je vous dis une chose. Est-ce que quand quelqu'un veut aujourd'hui 10 francs, il va aller dire qu'il veut 10 francs? Jamais. Le fond du problème donc, c'est plutôt le protocole d'accord signé entre les deux parties en 2017. Une commission devrait voir le jour avant la fin de 2017, mais silence radio depuis s'indigne les GRH. Alors le gouvernement lui-même avait effectivement compris que c'était important et qu'effectivement les gestionnaires des ressources humaines avaient besoin d'être motivés. Mais le cadre effectivement ne s'y est pas pour effectivement discuter de ces questions. Donc ils ont proposé qu'une commission spécifique soit mise en place pour effectivement traiter de la question. Alors on espère que effectivement ça sera fait et surtout que lors de la signature du protocole, alors personne n'a forcé le gouvernement à le faire. Le dialogue est visiblement impossible entre le professeur Seni Ouedraogo et les manifestants. Les ministres de l'Éducation et de la Communication ont rencontré à plusieurs reprises leurs syndicats, mais les pourparlers sont restés infructueux. Les manifestants appellent à présent le président du Faso à prendre en main la situation. Voilà pour ce qui est de la crise au niveau donc, de la fonction publique avec les GRH. Ousseini Tamboura, on vous reproche un peu ce manque jusqu'à présent de capacité de dialogue avec les partenaires sociaux. Bien, moi je dois d'abord saluer l'excellent reportage qui a été fait, qui nous donne la réalité de cette crise des RH au sein de ce département.
Je retiens 3 choses. C'est d'abord, semble-t-il, une absence de dialogue entre les GRH et le ministre de la fonction publique. Je ne pense pas qu'il est question ici de regretter ou de dénoncer une absence de dialogue sur l'ensemble des sujets. Parce que nous sommes tous témoins ici que depuis 2016, il y a eu quand même des dialogues sociaux. Je vais dire de sorte que... Le cadre de dialogue syndical a du mal à fonctionner. Nous connaissons des cadres ou des corps de l'administration publique qui ont obtenu l'application de leur protocole d'accord. Il n'y a pas lieu de le citer ici, vous êtes tout à fait témoin. Donc je pense quand même effectivement qu'il faut nécessairement dialoguer, ça c'est important. Il faut se rencontrer. Il n'y a pas de préalable, il faut se rencontrer et pouvoir discuter. Deuxième élément du reportage qui me paraît un peu assez atypique, c'est de justifier les revendications apparemment qui semblent être faramineuses par le principe d'une tactique qu'il faut demander plus pour avoir moins. Bon, ça fait quand même un peu rire à ce niveau de responsabilité. Bon, puis enfin, en tant que parlementaire, membre du bureau politique, je pense que c'est important. Il faut inviter le gouvernement au dialogue avec les partenaires, les acteurs sociaux et discuter de façon sincère avec les autres. Ce qu'on peut faire, on le fait. Ce qu'on ne peut pas le faire aussi, il faut le dire. Et puis je pense que dans cette situation, on peut saisir aussi le Conseil du dialogue social qui peut être mis à contribution pour amener les deux parties, de mon point de vue, à s'asseoir autour d'une table et de nous sortir de cette situation. Parce que vous avez écouté le ministre, le mouvement d'humeur qui s'apparente à une grève semble faire en sorte que bien d'actes administratifs ne sont pas pris. Et c'est finalement la stratégie qui fait tache d'huile. Oui, mais écoutez, les gens établissent des rapports de force, ils trouvent toutes sortes d'artifices pour obliger l'autre partie à venir au dialogue en raison des conséquences négatives et néfastes qui peuvent avoir lieu. Donc voilà, il faut que le gouvernement aille au dialogue, il faut donc que les syndicats aussi aillent au dialogue avec des revendications de mon point de vue qui sont tout à fait sérieuses et respectueuses, mais demander des indemnités telles que je l'ai entendu dire le ministre me paraissent quand même assez atypiques habituellement dans ce type de rapport avec les syndicats. Sinon, la gouvernance MPP sur le dialogue social, de mon point de vue, a déjà fait ses preuves dans une autre partie. En 2016, je sais qu'il y a des protocoles d'accord qui ont été signés, d'autres non. Même avec les GRH, mais c'est l'application qui pose. C'est l'application, mais ça, il faut que le gouvernement ait une vision globale de la problématique. Je pense que le ministre avait tenté d'enclencher une dynamique générale qui n'a pas abouti. Mais entre-temps, il y a eu les financiers qui ont obtenu gain de cause en contournant on lui demande de repartir au charbon. Il faut dialoguer avec les travailleurs, absolument. D'accord. Alors, on a sur ce plateau Ousmane Ouedraogo, il est le secrétaire général adjoint de l'APN, l'Alliance Police Nationale. Avec vous, donc, nous parlons d'une situation assez compliquée pour vous. Hein. Vous parlez de persécution, d'affectation, de blâme, de suspension de salaire. Oui. Que se passe-t-il exactement avec l'Alliance Police Nationale? Merci, M. Guébré. Et merci à la télévision BF1 pour l'occasion que vous nous offrez de parler. La situation que APN vit depuis sa création est plus que vraiment décourageante. Parce que le syndicat a vu le jour le 13 octobre 2018. 2 semaines seulement après, ils ont affecté 5 membres du syndicat. Le SG, à la personne de Sommeil Itiro, Tina Raymond, chargé à la communication, Kombari Daniel, chargé à la communication adjoint, et Soura Salia, chargé des affaires juridiques, Milogo Marcelin, chargé aux affaires juridiques adjoints. Nous n'avions pas fait de ça un problème. Parce que nous, sur 11 membres, je disais que les 6 restants peuvent continuer de travailler. 8 mois après, nous avions d'abord, après la création, nous avons déposé auprès du MATD, nous avons demandé un récépissé qui nous a été refusé. Vous n'avez pas votre récépissé? Nous n'avions pas le récépissé. Le MATD a avancé comme raison qu'il y a une loi à la police qui dit que pour créer un syndicat, il faut avoir l'autorisation préalable de la hiérarchie. Et effectivement, c'est la loi 027 du 1er juin à son article 44 qui dit qu'un policier qui veut militer dans une association doit avoir préalablement l'autorisation de la hiérarchie. Nous avions dit que nous ne voulons pas créer une association, mais nous voulons créer un syndicat. Nous avions attaqué en justice par le biais du cabinet Maître Farama et associés. Premièrement, le tribunal administratif a rétabli APN dans ses droits en disant que la raison que l'État avance n'est pas fondée. L'État burkinabé a fait appel au Conseil d'État. Le Conseil d'État a confirmé que voici la décision du Conseil d'État qui dit il n'y a pas le motif que l'État avance pour refuser à APN le récépissé n'est pas fondé. Donc,
ils ont enjoint à l'État burkinabé de délivrer à APN un récépissé d'existence depuis le 26 mars. Jusqu'à présent, vous n'avez pas de récépissé. Jusqu'à présent, ils font la sourde oreille. Alors, nous avons continué nos activités. Nous avions continué nos activités jusqu'au 21 juin. Nous avions vu 11 membres du syndicat qui étaient restés à Ouagadougou. Nous avons vu 4 de ces membres-là affectés du bureau national. Il y a une affectation subite qui est arrivée, affectant 53 policiers, qui ne sont autres que des membres des délégués régionaux, des membres du bureau national et des points focaux du APN. Nous avions dit que l'affectation, oui, parce que quand on dit qu'on est un fonctionnaire, on est appelé nécessité de service. Nécessité de service. Mais il y a des règles pour l'affectation. Notamment, il y a un décret à la police qui a été adopté en juin tout dernièrement qui donne les modalités d'affectation du personnel du cadre de la police nationale. Ça n'a pas suivi les principes en quelque sorte. Nous avons décidé d'attaquer en justice et la justice, le tribunal administratif, tout dernièrement, ils ont suspendu les affectations. Et encore, dans nos activités, nous avons été installés pour installer des délégués régionaux et des points focaux. Et suite à nos activités, on nous adresse des demandes d'explication qui ont conduit au blâme. Nous avons tous attaqué au tribunal administratif qui a suspendu les blâmes et les affectations. Les blâmes ont été suspendus le 13 août et les affectations ont été suspendues le 9 août. Et le 13 août, même tout dernièrement, on voit nos salaires coupés. Suspension de salaire. Suspension de salaire. Le 13 août. Sans notification. Dans un état de droit, on suspend le salaire d'un fonctionnaire, 16 personnes, parce que vous êtes membre de APN. Mais à la limite, on se demande, est-ce que la justice a sa raison d'être? Une décision de justice qui est là, vous refusez de l'exécuter. Quand la décision a été rendue, on nous a dit de répartir dans nos anciens services. C'est comme si la note d'affectation n'a jamais existé, parce que la justice l'a suspendue. Et chacun revient à sa position initiale. Donc, quand nous avions été pour prendre service, qu'est-ce qu'on nous dit? Que de rester à l'écoute. Rester à l'écoute, du 15, on a été le 15 août, du 15 août au 1er septembre dont je vous parle, nous sommes toujours à l'écoute. Et pire, c'est la hiérarchie policière, une institution qui se dit digne, comme la police, qui foule aux pieds les décisions de justice. Est-ce que nous, comme ça, on peut demander aux citoyens lambda de respecter, ou soit nous, policiers, on peut faire respecter quelle loi sur quel citoyen, sur les citoyens lambda? Et ce n'est personne d'autre que le directeur général de la police nationale, qui, je ne sais pas, il a l'appui de qui foule aux pieds les décisions de justice. Bon, voilà donc pour ce qui est de la situation à l'Alliance Police Nationale, Ousseini Tamboura. Vous êtes interpellé encore une fois. Oui, des décisions de justice qui ne sont pas respectées dans un état de droit. La situation est tout à fait regrettable, surtout dans le contexte où nous avons des défis sécuritaires, qu'au sein de la police nationale, il y ait de tels conflits ou des incompréhensions. Alors, moi, je suis attaché aux règles de l'état de droit. Si effectivement l'institution judiciaire a été saisie dans les règles de l'art et a donné des décisions, il est du devoir de l'État, de l'administration, de respecter les décisions de justice, pour autant que les voies de recours ne sont pas épuisées. Parce que vous savez très bien qu'en matière judiciaire, la décision de justice, elle peut ne pas être encore exécutoire tant que les voies de recours ne sont pas épuisées. Mais je n'ai pas suffisamment d'informations pour savoir. En même temps, la décision suspend les décisions et qu'en même temps, on suspend des salaires. Mais si l'administration concernée a utilisé une voie de recours pour redemander à une autre instance de se prononcer sur la première décision, elle ne suspend pas l'exécution de sa décision. Donc sa décision administrative continue à produire des effets. Donc il faut bien se rassurer que les décisions de justice là sont des décisions de dernier recours et sont exécutoires. C'est ça le plus important. Et je pense que cette information, c'est bon de la donner. Mais de façon managériale, de mon point de vue, vu le contexte d'insécurité, on aurait pu économiser ce type de conflits qui sont, de mon point de vue, du niveau de l'opérationnel ou du subjectivisme, tout simplement. Siaka Koulibaly, justement, quand l'État lui-même saisit la justice pour statuer sur, par exemple, la question de la définition de la grève, du sit-in. Récemment, on a vu avec justement le mouvement d'humeur où l'État a saisi la justice pour clarifier la question. Quand le même État qui ne respecte pas les décisions de justice
ça pose un problème, non? Oui, bien sûr. On ne peut qu'aller dans le même sens pour dire que c'est quand même assez déplorable, d'abord en considérant le contexte dans lequel on se trouve. Et vu le rôle que joue la police dans, disons, l'assise des institutions, qu'il serait préférable pour les autorités d'éviter ce type de situation et surtout de ne pas les laisser perdurer dans le temps. Et là, on remarque que non seulement les décisions ne sont pas renversées, mais elles s'aggravent avec d'autres décisions, notamment la suspension des salaires, qui vient s'ajouter au blâme et aux affectations. Donc, je pense qu'on a du mal à expliquer toutes ces choses-là à la place des premiers responsables. Malheureusement, c'est cette situation où on se trouve, on est obligé de commenter des faits qui sont très clairs et que les responsables eux-mêmes, on n'arrive pas à les demander pourquoi est-ce que les choses se passent de cette manière-là. Je crois qu'il serait bon ici d'approcher la hiérarchie pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que des décisions de justice ne sont pas appliquées, même après épuisement des recours, puisque le Conseil d'État est la juridiction supérieure de l'ordre administratif. Donc une fois le Conseil a rendu une décision, confirmant le jugement de premier degré, il n'y a plus lieu pour un acteur de ne pas l'appliquer, parce que sinon c'est l'état de droit lui-même qui est touché dans son fondement. Et comme la police est l'institution chargée essentiellement de faire respecter l'état de droit, on a beaucoup de mal à comprendre qu'est-ce qu'il en sera des autres situations où la police sera amenée à intervenir. Et là, ajouté à l'affaire de 11 qui sont morts dans la geôle, ça commence à donner une impression de déliquescence de certaines institutions fondamentales pour notre État. Et ça c'est de quoi inquiéter les populations. Et ça peut aussi expliquer pourquoi la situation sécuritaire a beaucoup de mal à être résolue. Si on imagine que les coopérations entre les différentes unités chargées de la lutte contre le terrorisme ont du plomb dans l'aile à leur niveau ou dans leur coopération, leur communication, l'harmonisation des actions, on peut facilement comprendre pourquoi la situation n'arrive pas à être résolue. Voilà, parce que c'est aussi cela qu'on demande aux citoyens. Hein. Quand on se sent lésé, on saisit la justice. Mais quand on saisit la justice et qu'en retour, la justice vous donne raison et que l'État a du mal à l'appliquer, c'est là tout le problème. L'État doit se donner les moyens d'appliquer les décisions de justice parce que la justice, c'est aussi l'État. Tout à fait. Oui. Alors finalement, la suite par rapport à tous ces problèmes que vous vivez actuellement au niveau de l'APN, c'est quoi? Bon, la suite, la hiérarchie policière refuse le dialogue. Et nous comprenons le pourquoi. Parce que pour ceux qui ne veulent pas la transparence, pour ceux qui n'aiment pas la bonne gouvernance, ils ne peuvent pas collaborer de façon sincère avec un syndicat qui se veut digne de ce nom. Et c'est le cas de la hiérarchie policière. Vous avez vu en 2017 le RENLAC qui a dénoncé des détournements du service payé. Ces mots continuent toujours de miner la police burkinabé. Il y a eu une enquête sur ce problème. Oui, il y a eu une... Ça n'a pas permis de faire bouger les choses. Ça n'a pas permis. Et je vous dis qu'aujourd'hui, il y a la loi 027. Il y avait le décret sur les services payés qui était là. Le décret, ils ont rangé le décret dans les tiroirs. Il suffit seulement d'adopter le décret, on applique. On ne peut pas se permettre à des gens de rester dans leur bureau, couper les frais de mission des gens, et puis on ne veut pas qu'on dise ça. Et quand on a créé le syndicat, on dit, bon, ce sont des pratiques antipodes. Il faut quand même travailler à éradiquer cela. Et de surcroît, c'est à la police que ça se passe. Nous avons dit, nous allons tenter autant que faire se peut pour essayer d'éradiquer cela. Et c'est depuis lors que les problèmes de APN sont nés. Est-ce que ce n'est pas justement votre discours assez oui, c'est comme je vous l'ai dit. Guerrier qui fait en sorte que vous avez des problèmes? Oui, justement. Parce qu'il y a l'autre syndicat aussi qui est là. Oui, justement. Parce qu'un syndicat qui crée et qui dit qu'il veut la transparence et la bonne gouvernance, mais quoi de plus normal que vous soyez brimé, vous recevez des coups un peu partout. C'est le cas de APN. Blâmé, je vous prends l'exemple, il y a près d'une trentaine de nos militants qui n'ont pas pu prendre part au concours professionnel de recrutement pour officiers de police. Parce que, sans raison valable. Qu'est-ce qu'on donne comme raison? Ils disent, soit ce sont des dossiers qui sont incomplets, notamment chez nous, on disait que c'était des blâmes. On a amené la décision suspendant les blâmes. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'ils sont incompétents pour donner suite à notre requête. On vous dit, vous avez soustrait nos dossiers parce qu'on a été blâmés. On vous apporte la preuve que la justice a suspendu le blâme. Et vous dites que vous êtes incompétents pour inscrire nos noms, pour compétir.
Mais écoutez, nous sommes dans quel état? Nous sommes dans quel état? Et nous les interpellons. APN est un syndicat qui est né, c'est une graine qui est née et qui pousse. Ceux-là qui, APN est né, c'est un syndicat qui est là. Nous sommes nés, nous allons fonctionner. Des coups, nous allons recevoir, mais nous n'allons jamais abandonner. Si toutefois, ce que nous réclamons, c'est la justice, c'est la vérité, nous n'allons jamais abandonner. Advienne que pourra. Vous allez poursuivre la lutte? Nous allons poursuivre la lutte. Quelles qu'en soient peu importe les conséquences, nous allons poursuivre la lutte. Merci d'être passé dans le 7 Info ce soir. Merci à vous. Merci. On poursuit donc ce 7 Info et pour mener la lutte, il y a l'unité d'action syndicale qui ratisse large désormais. Plus d'une vingtaine d'organisations de la société civile gagnent les rangs. Le front social s'annonce plus chaud les prochains mois. La bourse du travail ce samedi est un véritable temple d'expression de frustration de toute nature sous le pouvoir MPP. Il y a des travailleurs indignés par le non-respect des engagements du gouvernement. Il y a aussi ceux qui se réclament parents d'individus exécutés sommairement. Et cette dernière vague des parents et amis de personnes assassinées, notamment dans le Yaga. Un seul sentiment se dégage, l'impunité règne à mettre au Burkina Faso. En d'autres mots, il parle de blocage politico-judiciaire des dossiers de justice comme Yirgou. Ainsi, depuis février, avec Ban, Kainouro, où le MBDASP a publié un rapport accablant avec force détail. Des centaines, voire des milliers de Burkinabés, sur la base de suspicion, sont passés par les armes sans autre forme de procès, sans même une vérification des identités. Les témoignages des proches, nous en recevons tous les jours que Dieu fait. Certains de nos compatriotes ressentent un sentiment de stigmatisation, ce qui constitue un danger pour l'unité nationale et porte le germe de guerre civile. À la Bourse du Travail ce 31 août, 25 organisations de la société civile qui tendent la main à l'unité d'action syndicale dans son combat. Depuis l'avènement du MPP, plus de 500 personnes ont été tuées, plus de 2000 écoles fermées par le fait des attaques terroristes. S'indignent les responsables qui se sont succédés à la tribune. C'est l'incapacité du pouvoir qui est pointée du doigt. Notre pays vit aujourd'hui l'une des pages les plus sombres de son histoire. L'Eldorado promis par le pouvoir actuel et ses alliés pendant les campagnes électorales de 2015 s'est révélé un véritable échec pour notre peuple. Un échec qui fait allusion à ce que les OSI ont qualifié de loi liberticide, indexant ainsi le nouveau code pénal. Son retrait est d'ailleurs exigé. La vie chère s'exacerbe, les ressources sont pillées, constate-t-elle avant d'annoncer une grande marche meeting pour le 16 septembre prochain. Événement au cours duquel elles vont réitérer les appels non seulement à améliorer les conditions de vie et de travail des FDS, mais aussi à la reprise du dialogue social, non pas sans traiter les préalables posés par l'unité d'action syndicale. Voilà, aussi dit Tamboura, les jours s'annoncent sans repos pour vous. Vous voyez toute cette panoplie de revendications, d'incriminations. Je pense qu'ils n'ont pas été de tout repos depuis les élections de 2015, depuis janvier 2016 jusqu'à maintenant sur le front social. Il n'y a pas lieu de penser que c'est une... c'est pas une nouvelle situation. C'est pas une nouvelle situation. Ce qui est nouveau, c'est les attentats à la cohésion sociale, les questions d'assassinat, les questions d'accusation. Ce sont ces questions qui sont nouvelles. Alors, il s'agit ici encore et toujours, comme je l'ai dit, d'abord de respecter la liberté des organisations syndicales ou des associations de défense des droits de l'homme qui sont dans leur rôle, de mon point de vue, de compiler les manquements, de compiler les accusations et de les porter à l'autorité, donc au gouvernement. Il s'agit aussi pour le gouvernement d'y faire face par des arguments qui sont sincères, qui sont tout à fait limpides. Et je pense qu'en tant que journaliste, vous avez suivi, en tout cas, les va-et-vient, les réponses qui sont données par-ci et par-là. S'agissant par exemple des attentats liés aux personnes physiques, aux questions d'assassinat, je pense que sur le front de Yirgou, on a écouté largement et longuement la justice sur ses efforts d'instruire ce dossier et d'aller plus loin. Ça peut ne pas être suffisant, mais c'est aussi un effort qu'il faut saluer.
S'agissant ensuite des écoles fermées, de la dégradation de la situation sécuritaire, nous n'aurons pas le temps d'aller très en profondeur sur ce débat, mais la situation du Burkina Faso me rappelle cette histoire de la pluie qui vous bat et vous vous battez. Elle rappelle aussi cette histoire où on parle de la lune du doigt, on ne s'occupe pas de la lune, qui est ici la menace qui pèse, on s'occupe du doigt. Et ça me gêne un peu, et je pense aussi qu'il faut peut-être qu'il y ait un sursaut patriotique pour dissocier les questions qui sont purement sociales, qui relèvent de ce qu'on appelle du domaine du travail, doivent pouvoir être traitées avec sérénité, avec un agenda très clair pour le gouvernement. Parce qu'on ne peut pas satisfaire toutes les revendications sociales liées aux revendications des travailleurs dans leur contexte, dans le délai qui est, et dans les défis sécuritaires de mobilisation de ressources qui sont là. Il faut être clair là-dessus. Je n'ai pas dit de reporter, je dis qu'il faut aller à un dialogue sincère et dire à la partie qu'on ne peut pas tout vous donner. C'est évident. Et ça, ce travail, il faut le faire. Il ne faut pas jouer au chat et à la souris. C'est peut-être ce courage que vous n'avez jamais eu jusqu'à présent, de dire la vérité aux partenaires sociaux. Non, nous avons toujours été courageux. Bon, enfin, vous revenez au bon. Non, alors, sur le sujet de la dégradation de la situation sécuritaire, je pense qu'il faut raison garder, diagnostiquer la menace qui pèse sur le Burkina Faso et regarder qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne pas encore dégrader davantage la situation et y faire face. Ça me paraît être la priorité la plus importante aujourd'hui. Mais malheureusement, je ne sens pas cette façon de voir avec certains partenaires sociaux et on a l'impression que ça contribue naturellement à affaiblir aussi, de mon point de vue, l'autorité de l'État et qui, comme il l'a dit, peut faire en sorte que des institutions se trouvent en situation difficile. Les forces de défense et de sécurité ont besoin de soutien de tout le monde. Ils n'ont pas besoin d'un discours de division, d'un discours qui pointe un certain nombre de choses. Ils ont besoin qu'il y ait une cohésion nationale autour d'eux afin qu'ils fassent à la menace. Malheureusement, on n'est pas dans cette dynamique et je pense que c'est qu'il faut travailler à faire ça. Il y a peut-être cette situation qui est un peu comme... Imaginez, des détachements militaires sont pratiquement attaqués, des militaires tués, et puis à la rentrée, on est à Ouagadougou ici en train d'organiser des courses-poursuites entre nous, quand on a 200 et quelques mille déplacés. Je pense qu'il faut interroger avec responsabilité les gouvernants. Mais il ne faut pas mettre le gouvernant dans une position qu'il a le dos au mur, qu'il n'a plus de solution, qu'il va j'allais dire, perdre toute autorité. Et puis finalement, peut-être que... il ne pourra plus apporter la solution. Et vous savez bien, le terrorisme, c'est un vautour qui plane, qui cherche les États les plus faibles et qui le prend. Et ça, il ne faut pas que nous soyons complices de cet effondrement sécuritaire au Burkina Faso. Il y a eu Koutougou qui semble être peut-être la goutte d'eau de trop et qui a suscité toutes ces sorties. Koutougou ou l'aveu d'impuissance du pouvoir. Mais oui, absolument. Et vous savez, ce n'est pas compliqué. Les forces de défense et de sécurité dans tout pays sont là pour défendre quand la nation et les pays sont menacés. Mais quand en face, ils ont des adversaires qui arrivent à les détruire, qui arrivent à les tuer, ça choque. Il faut aller regarder les causes, il faut interroger les causes. Ce n'est pas le lieu d'aborder les causes ici. Mais le fait est là qu'une unité militaire a été pratiquement décimée par des adversaires qui donc font montre d'une certaine capacité de nuisance. Ça, c'est un fait. Alors, l'armée s'interroge. Est-ce que nous avons toutes les ressources? Nous, en tant qu'MPP, depuis 2016, nous avons interrogé. Est-ce qu'on a toutes les ressources financières? Sont-elles insuffisantes? Oui. Affectation du budget. Je pense que vous avez écouté le président du Faso il n'y a pas longtemps. On est à 37% du budget consacré à la défense. Donc il faut l'équiper, il faut former les gens. Est-ce qu'on a les hommes formés comme il faut? Ce n'est pas le lieu de revenir aussi sur l'état de lieu de notre armée. La plupart des États africains, le Niger, le Mali, n'ont pas de doctrine militaire dissuasive. Quand nous faisons frontière avec le Sahara, aucun de ces États n'a bâti une armée véritablement dissuasive vis-à-vis de la menace. Donc il faut encore former les hommes, il faut équiper les hommes. Mais ça ne se fait pas en 48 heures. Vous parlez comme le président de Faso, c'est une lutte de longue haleine, vous voulez dire? Déjà ça, puisqu'il y a le court terme. Le court terme, c'est de réaménager rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les citoyens aussi peuvent faire? On regarde, est-ce qu'il y a les munitions? Non, s'il n'y a pas de munitions, on achète les munitions. Et je pense que tous ces problèmes sont plus ou moins réglés aujourd'hui. Maintenant, il reste qu'il y a le mental. Vous savez, une guerre, c'est aussi le mental. Ce n'est pas forcément le matériel. Le moral de tout. C'est le moral. Et c'est là qu'il faut qu'on travaille sur le discours. Et comme on est là en train de se pinailler entre nous, en train de se mettre sens dessous, en diminuant nos légitimités dans le commandement, naturellement, la troupe ne peut pas être à l'aise. Et c'est ce combat qu'il faut gagner. Il faut revenir au fondamental. C'est le mental
Parce qu'effectivement... Parce qu'il y a des guerres secondaires. La guerre prioritaire, la guerre principale aujourd'hui, c'est d'assurer la sécurité de nos populations et de notre territoire. Les guerres secondaires peuvent être faites après. Voilà. Parce qu'on s'interroge aujourd'hui, Siaka Coulibaly, effectivement, il y a eu ce budget de la défense qui a sensiblement augmenté cette année, 23%, pour ce qui est plus de 23% pour ce qui est du budget de l'État gestion 2019. On est à plus de 200 milliards de francs CFA pour la défense. Mais en même temps, l'impression qu'on donne, c'est que plus on met les moyens, mais les résultats aussi ne suivent pas. Est-ce que finalement, c'est un problème de moyens financiers, c'est un problème de matériel? C'est un problème d'hommes, on s'interroge finalement. Oui, je pense, à mon avis, tous les aspects sont inclus. Il y a l'adéquation du matériel, parce qu'on a l'impression que le matériel, d'une certaine manière, existe, puisque on prend l'exemple de Koutougou, du matériel important a été emporté, ce qui signifie qu'il y en avait. Et même par la suite, je crois que Tongomaël, il y a eu aussi une situation similaire où du matériel a été... Bon. Donc, on pense qu'il y a quelque part une sorte de matériel. Est-ce que c'est ce matériel qu'il faut? Nous ne sommes pas des experts en armement pour le dire. Mais ce qui ressort de plus en plus, c'est que c'est plutôt la gestion du personnel de combat qui semble poser le problème maintenant. Le commandement? Le commandement, mais l'organisation aussi. Donc la formation, l'organisation, la gestion même du combat, et tout ça, ce sont des aspects... Et même la gestion du budget. Du budget, oui, ça aussi, ce sont des aspects qu'on verra. On parlait tout à l'heure de motivation, les questions de primes, exactement. Tout ça. Donc il y a beaucoup d'aspects qui relèvent, à mon sens, du leadership politique et administratif général du pays, mais aussi de cette dimension spécifique-là qu'est l'armée et les unités de défense, de sécurité qui l'accompagnent. Et là, ça oblige à interpeller encore une fois de plus ceux qui sont aux manettes aujourd'hui. Et j'ai été quelque peu inquiété par les propos du professeur Séni, qui semble ici, en quelque sorte, adopter une posture inquiétante en disant, si c'est cela le dialogue, lui, il refuse. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on fera après? Moi, j'ai été vraiment choqué d'entendre que le professeur dit ça. J'espère qu'il va être rappelé par ses responsables, le Premier ministre, le président du Faso, pour revenir en se disant que le dialogue fait partie des procédures administratives de gestion et de leadership également qu'il doit assumer, et que quoi qu'il en soit, il est obligé d'aller au dialogue. Parce que quand on écoute l'autre partie, je prends l'exemple de ce département pour l'appliquer aux autres, les syndicalistes ou ceux qui demandent les avantages ont bien dit qu'ils ont demandé plus pour obtenir un minimum. Donc, il y a possibilité de dialogue, à mon sens. Donc, d'où vient-il qu'ils refusent le dialogue? Du fait que les gens sont déjà en mouvement. Oui, ça, c'est... Au niveau individuel, effectivement, ça peut énerver. Mais on est ici dans les institutions. Donc, le ministre devrait revoir là-dessus. Et j'imagine que la police se retrouve dans la même situation. Et pourquoi pas au niveau de l'armée? Peut-être que là-bas, on n'entend pas grand-chose transparaître, mais c'est fort possible qu'il y ait aussi ces problèmes de communication. Il y a eu ce petit bruit après voilà, Koutougou. Exactement. Après Koutougou, il y a eu des manifestations de soldats qui montrent que, quelque part, l'affaire n'est pas très bien menée. Et là, on avait pensé que le chef de l'État et toute l'équipe gouvernementale avaient pris la mesure de la situation et que le dialogue politique aurait été l'occasion de résoudre ces questions. Fort malheureusement, on a vu que dans la conception du dialogue, on n'a pas tenu compte de tous les acteurs qui auraient pu apporter une contribution significative. Le chef de l'État a dit qu'il y aura d'autres cadres. Donc, je pense que c'est suite à l'insuffisance de ce dialogue réservé strictement aux forces partisanes qu'il a envisagé. Donc c'est très important qu'il y ait des cadres de dialogue permanents qui fonctionnent. Et là, à défaut d'avoir des résultats probants techniquement ou matériellement, au moins, on a la cohésion entre les acteurs et les fils du pays, de sorte qu'on puisse faire face aux situations qui se présentent. Mais si déjà, il y a dichotomie entre les gens, personne n'écoute l'autre, on a un destin de Babel, je crains fort que même si on a tous les moyens militaires du monde, tous les moyens financiers, il soit difficile de faire face à l'ennemi. S'entendre justement sur cette question toujours sécuritaire. On a vu très vite ces différentes sorties au niveau politique. On a vu l'UPC qui est sorti et qui demande la démission du gouvernement. On a vu Ablassé Ouedraogo qui est sorti, qui demande carrément la démission du président du Faso.
M. Tamboura. Mais est-ce que c'est des solutions vous-même? Est-ce que vous pensez qu'un gouvernement qui démissionne va faire en sorte qu'il n'y ait plus d'attaques terroristes au Burkina Faso? Je vous renvoie la question. Il y a eu d'ailleurs des remaniements. Enfin, je vous le demande. Donc souvent, quand les acteurs politiques font leur discours, je pense qu'il y a aussi besoin de les rappeler à une éthique minimale, qui est que le discours qui peut être servi donc à la nation ne contribue pas davantage à fragiliser les gens et donner l'impression qu'il y a de la récupération politique. Je ne vois pas en quoi la démission d'un gouvernement ou d'une autorité dans ce contexte aussi va apporter des solutions. Cependant, l'idée d'avoir des cadres permanents, l'idée d'avoir un leadership cohérent dans les institutions qui sont chargées de faire face à la question sécuritaire me paraît être des objectifs les plus urgents à atteindre. Et donc, on aurait entendu les leaders d'opposition sur ces aspects, sur ces questions, qu'effectivement, ça aurait été une contribution de leur part à trouver des solutions aux problèmes sécuritaires. Vous êtes censé apporter la solution aux problèmes sécuritaires. Et quand, depuis 2016, on constate c'est une compréhension très primaire de la gouvernance. Il ne faut pas dire que c'est le chef de l'État seul qui est responsable de la situation sécuritaire du pays. Nous avons tous nos parts de responsabilité à jouer. Il incombe que nous avons les manettes du pouvoir démocratiquement et que nous devons... Mais absolument, nous apportons les solutions que nous pouvons. De toutes les façons, lorsque l'opinion avait demandé des réaménagements dans les départements de la sécurité et de la défense, ça a été fait. Lorsqu'on s'est rendu compte que dans le diagnostic, il faut des ressources, il faut davantage de ressources parce que la menace était importante, ça a été fait. C'est des éléments de gouvernance. Les questions de la gestion des orphelins et des veuves de guerre ou d'autres aspects sociaux, des instructions ont été données pour être faites. Maintenant, entre ceci et les effets immédiats, je pense qu'il ne faut pas négliger la question organisationnelle qui est humaine. Regardez ce qui se passe à la police. Dans ce contexte de cacophonie, comment voulez-vous y faire face, produire un renseignement efficace? Comment avoir un soldat, un policier qui se sacrifierait pour l'autre ou pour sa hiérarchie? Et qui est responsable de cette cacophonie? Comment? Vous cherchez un responsable, je vous dis, on vous parle de la lutte, vous cherchez le doigt. Vous cherchez le responsable pour faire quoi? Il faut apporter des solutions. Mais il faut connaître le problème. Et les solutions, c'est de régler ces problèmes. La cause du problème, il faut connaître ça d'abord pour pouvoir apporter le remède. À la police, si vous avez épuisé les voies de recours au niveau de la justice, il faut appliquer la décision de justice. C'est ça l'état de droit. La décision revient à l'autorité. Tout simplement. Voilà. Vous n'allez pas m'amener à dire des choses que vous savez évidentes. Il faut donc que tous les acteurs comprennent que la menace est suffisamment importante pour que nous arrêtions de nous tirer dans les pieds, tout simplement. Maintenant, il y a un minimum de bon sens, un minimum de confiance, et un minimum de génie aussi, politique, pour arriver à amener tout le monde dans ces cadres-là afin de trouver des solutions. C'est tout. C'est vrai que justement, il y a eu cette reconfiguration, même au niveau du département ministériel, au niveau de l'administration, pour ajouter la question de la cohésion. Tout cela participe effectivement à mobiliser l'ensemble des Burkinabés autour du sujet. Mais en même temps aussi, le discours politique n'est pas fait pour amener les gens justement vers cette cohésion. Parce qu'on a pendant longtemps entendu, même au niveau du pouvoir, ces accusations par rapport à la cause racine du problème. On vous a vu longtemps accuser l'ancienne majorité. Non, je pense qu'il faut, aussi bien on peut déplorer le discours de l'opposition, aussi bien qu'on peut déplorer aussi un certain nombre de discours au niveau de la majorité qui tend à simplifier la problématique. Il ne faut pas simplifier la problématique de la menace terroriste. Elle est géostratégique, M. Koulibaly est là. Ce qui se passait au Mali, à nos frontières au Niger, nous savions très bien qu'à des conditions de dégradation des institutions de l'État, depuis 2010 jusqu'à maintenant, il y avait des risques que le phénomène terroriste atteigne le Burkina Faso. C'était évident. Quelle était la doctrine de notre armée? Quelle était la doctrine de nos armées? Ce n'étaient pas des armées dissuasives. On n'a pas bâti, on n'a pas organisé la pensée militaire pour dire que voici les menaces qui sont autour de nous. On n'a pas organisé aussi la diplomatie géostratégique. Un manque d'anticipation. On fait une diplomatie outre-Atlantique. Donc on va aux États-Unis. On fait une diplomatie outre-Méditerranée. On va en Europe. Mais il y a une diplomatie africaine. Si elle avait été bâtie avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, un certain nombre de pays sur le Sahara auraient permis aujourd'hui de régler ce problème. Est-ce qu'on n'a pas aussi désarticulé ou déconstruit aussi peut-être cette diplomatie qui peut-être existait quelque peu? Rien n'a été déconstruit. Prenez la situation de l'ancien régime, j'aime pas le mot, l'ancien dispositif qui était là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a bâti sur une diplomatie très sectaire avec des acteurs qu'on a gardés ici. Mais on n'a pas bâti une armée pour faire face en cas de défection de ces personnes. Sur la question sécuritaire. Mais oui, bien sûr.
Nous avions quoi? Est-ce que quand même, parce que... Où était la dissuasion? La preuve est que dès 2016-2015, avec tous les éléments... On a parlé de négociation, par exemple. C'est une sorte de diplomatie qui dit, OK, bon, on s'arrange, on s'aménage. C'est pas efficace. Mais vous savez très bien qu'un État, on discute, mais aussi il faut avoir une puissance de feu derrière qui oblige les acteurs à avoir un certain nombre de comportements. Si les acteurs qui sont avec vous pendant 10 ans, 20 ans ont eu le temps de connaître tout le dispositif militaire que vous avez autour de vous, mais le moment venu, ils le feraient. Ils le feraient. Il n'est même pas exclu que si l'ancien président était toujours là, et ça ne pouvait pas, les attaques pouvaient arriver. Je pense qu'il faut comprendre qu'on doit être suffisamment intelligent pour nous réorganiser et faire face à cette situation. Il n'y a pas lieu d'accuser X ou Y. Maintenant, l'analyse qui fait dire que bon, c'est les anciens amis de X qui font ceci, pour moi, ça ne résout pas le problème. Ne nous occupons pas des causes, mais nous occupons-nous des solutions que nous pouvons apporter. Monsieur Tamboura parlait tout à l'heure de l'opposition qui devrait être dans le discours rassembleur et pas dans le discours forcément partisan sur cette question sécuritaire. Mais on a vu aussi récemment cette sortie du député maire de Dori qui est de la majorité, mais qui estime qu'il faut demander des comptes au gouvernement et aux autorités de la défense par rapport à la situation de Koudougou. Pour sa décharge, je pense que le député Tamboura est contraint au politiquement correct, au discours contextuel. Donc c'est tout à fait normal et louable de sa part. Ce que l'opposition veut désigner ici, c'est la question du personnel de conduite des affaires de l'État. Au-delà de demander peut-être que ce soit l'opposition qui vienne aux affaires par le truchement d'un gouvernement d'ouverture, il y a que, moi je pense que même les ressources disponibles dans la majorité ne sont pas épuisées. Peut-être que même là, c'est des aspects qu'il faut envisager. Est-ce qu'on a vraiment choisi les hommes qu'il faut pour conduire les affaires de l'État? C'est peut-être cet aspect du discours aussi qu'il faut revoir dans ce que l'opposition est en train de demander, en disant, quelque part, on n'a pas vraiment choisi les personnes qu'il fallait. Et ça, on l'a dit lorsque les différents remaniements ont été effectués ici, qu'il y avait à certains niveaux peut-être une minimisation du péril, de sorte que des gens ont été placés sur la base de leurs relations avec soit le chef de l'État ou tel responsable du parti politique, mais ne sont pas forcément ceux qu'il aurait fallu à cet endroit. Et là, aujourd'hui, les gens, l'opposition n'a pas les leviers pour agir sur la situation. La seule chose qu'elle peut faire, c'est d'émettre de tels propos, de sorte que ça attire l'attention du premier responsable, qui lui a reçu le mandat du peuple pour assurer sa sécurité, aussi bien sa sécurité physique que la sécurité alimentaire et les autres formes de sécurité. Donc il a la responsabilité de régler ces questions-là. Donc l'interpeller, moi je trouve que ça rentre dans le cadre donc, des responsabilités de l'opposition et qu'il ne faut pas la blâmer pour cela. Maintenant, quelle est la marge de manœuvre du chef de l'État aujourd'hui? Après avoir fait tous ces remaniements forcés, parce que c'est le cas de le dire, il a été contraint d'échanger la sécurité, la défense également. Le Premier ministre Premier ministre, les augmentations des budgets, on a vu, c'est un budget qui dépasse peut-être ceux du Mali et du Niger. Oui. Aujourd'hui, 37% déclarés par les ministres du budget, c'est important. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Ça ramène la question du personnel, de l'organisation, de la formation et du sens de la responsabilité, la conscience du péril que nous courons aujourd'hui. Est-ce que nous sommes tous au même niveau de péril? Moi, je ne crois pas, parce qu'on entend, lorsque les soldats commencent une mutinerie et vite étouffée, c'est vrai, mais c'est des indicateurs que quelque part le management n'est pas au niveau où il aurait fallu. Et quand on assiste aux situations qui prévalent dans les autres pays, surtout le Mali, où on parle des généraux milliardaires aujourd'hui, sur la base donc de la lutte antiterroriste, il y a de quoi s'inquiéter sur la manière... Il y a de l'argent aujourd'hui. Voilà, exactement. Donc, le problème est moins politique que technique, pour emprunter un mot. Quoi. De mon point de vue, le problème est moins politique que technique. Beaucoup plus technique. Et je pense qu'il faut regarder ce côté-ci. Et quand le député maire de Dori dit qu'il faut demander des comptes au gouvernement, en tant que parlementaire, nous avons des leviers pour ça. De toutes les façons, il y a la loi de règlement. Nous avons des pouvoirs au niveau du législatif pour interroger la gestion de ces ressources. Vous avez ce devoir de contrôle. Nous avons ce pouvoir, nous avons le devoir. Mais oui, bien sûr, quand le Parlement sera en session, les ministres seront naturellement auditionnés dans les procédures tout à fait ordinaires. De mon point de vue, ce n'est pas nouveau. Le problème ici, c'est de dire, quand on a mis des ressources en 2017, 2018, il y a un minimum de bon sens qui veut aussi qu'il faut attendre un temps de l'effet. C'est important.
Mais il ne faut pas négliger, comme il l'a dit, la chaîne des dépenses, la chaîne du matériel acheté. Et puis aussi, comme je dis, le discours à la troupe. Le discours à la troupe, est-il le bon? Qu'entendent les soldats sur le terrain? Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce que c'est les réseaux sociaux qui les alimentent? Est-ce que c'est les médias qui les alimentent? Qu'est-ce qu'ils entendent? C'est là qu'il faut construire un discours cohérent pour dire nous sommes derrière vous, que nous soyons de l'opposition ou de la majorité. Sauvez-nous de ce péril et vous pouvez compter sur nous. Nous pouvons même vous rejoindre au front si cela est nécessaire, parce que la mobilisation générale n'est pas exclue dans un État. Et c'est ce discours peut-être qu'ils n'entendent pas, qu'ils ne voient pas. Et ça crée des problèmes et nous en sommes tous responsables. Ça peut être au commandement voilà. d'organiser ce discours, de donner à entendre Notre devoir, aux soldats ce qu'ils doivent entendre. Notre devoir, c'est de le leur dire, mais c'est de les aider aussi à le faire. Est-ce qu'on les aide à le faire? Mais ça, il faut l'organiser. Encore une fois, le politique a son rôle. Et c'est le rôle que l'opposition joue. Tout à fait. Le Parlement pourrait faire des enquêtes également sur le domaine sécuritaire pour nous dire exactement pourquoi est-ce que les moyens sont mis et qu'on n'a pas les résultats qui peuvent être attendus. Il y a un problème de délai et de temps. Le Parlement a déjà consacré une de ses sessions spéciales à la question sécuritaire, où elle a compilé un rapport tout à fait confidentiel qu'elle a envoyé au chef de l'État, l'année dernière déjà. Des ressources envoyées en 2017-2018, il serait prématuré de faire une enquête maintenant pour en voir l'utilisation, puisque nous avons des mécanismes tout à fait normaux. Non, nous avons la loi de règlement existe. La commission des finances et du budget travaille régulièrement sur la situation du budget de l'État. On n'a pas besoin d'avoir une procédure exceptionnelle. Donc aujourd'hui, c'est dit que vous devez être en mesure de disposer de la réalité des dépenses. Mais attendez à la rentrée de septembre, attendez à la rentrée parlementaire, c'est une session budgétaire. Le premier acte de la loi budgétaire, c'est quoi? C'est la voie de loi de règlement. Et la loi de règlement, c'est quoi? C'est l'état des dépenses du budget N-1. Il y a des débats budgétaires, les ministres sont reçus dans les commissions, sont auditionnés. Est-ce que ce qui avait été prévu a été exécuté? Bon, permettez aussi que ce débat ne soit pas public, pour qu'on vous dise combien de chars ont été achetés. À moins que ce soit cela que vous voulez. Aujourd'hui, il n'y a rien de secret, tout est disponible. Mais alors où est le problème alors? Sur Google, on a la possibilité de savoir donc où est le souci alors? Pour moi, c'est un problème technique de leadership et d'organisation, et que l'armée a besoin d'entendre un discours, je vais dire, puissant à son endroit. Et c'est au pouvoir d'organiser ce discours? Absolument. Dans une grande mesure, mais dans une mesure, tous les citoyens doivent le faire, tout simplement. Quand vous faites un article qui touche au moral de l'armée, écoute, vous en êtes aussi responsable. Non, mais mais est-ce que véritablement, on pense que les éléments sur le terrain ne sont pas suffisamment formés psychologiquement pour ne pas être influencés sur Ça, c'est un des éléments sur lesquels il faut évaluer. Quel est le cursus de formation d'un soldat? C'est quand même facile de penser que ça influence facilement le moral. Quel est le cursus de formation d'un soldat burkinabé? Une fois qu'il est formé, qu'est-ce qu'il fait? Comment il maintient sa capacité militaire pendant 5 ans, pendant 10 ans? Est-ce qu'il va au champ de tir? Est-ce qu'il est? C'est ce travail qu'il faut faire. Les officiers, c'est pareil. C'est ce travail qu'il faut réaménager. Il faut en être conscient. D'accord. Voilà. Pendant ce temps, le président du Faso continue de chercher les moyens dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. La TICAD 7, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, s'est achevée cette semaine. Quel bilan pour le Burkina Faso? Suivons ce point de notre envoyé spécial. Cadre de rencontres et d'échanges, la TICAD 7 a permis au Burkina Faso de nouer des contacts et des partenariats d'affaires. Le président du Faso, patron de la délégation burkinabé, a accordé en 4 jours une quinzaine d'audiences à des personnalités politiques et à des patrons d'institutions dont le HCR, le CICR, le G5 Sahel et la Banque japonaise pour la coopération internationale. Roch-Marc Christian Kaboré s'est également entretenu avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et le premier ministre japonais Shinzo Abe. L'ensemble de ces rencontres avec les institutions onusiennes, d'abord, c'est de nous marquer toute leur disponibilité pour l'accompagnement à nous apporter dans le cadre donc, de la situation que nous vivons dans notre pays. Avec le Premier ministre Abe, nous avons également salué la nouvelle approche qu'ils ont développée pour la paix et la sécurité en Afrique, qui est une approche non seulement
qui doit permettre d'aider déjà les situations humanitaires dans les pays du G5, mais également où il s'est engagé à former 1000 personnes des pays du G5 également, dans le cadre, donc, comme je dirais, du renforcement du capital humain, de pouvoir également former des gens pour la police, la sécurité aéroportuaire, ainsi de suite, et de continuer à nous accompagner, car comme vous le savez, déjà même pour la gendarmerie et la police, un grand effort a été fait pour doter en moto, en moyen de déplacement, ces forces de sécurité au Burkina Faso. Roch-Marc Christian Kaboré et son équipe repartent donc rassurés du soutien des institutions onusiennes et du Japon quant à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Mais pas que. Le pays des hommes intègres peut compter sur le pays du soleil levant pour la construction d'infrastructures routières dans le cadre de la boucle de croissance. Une des priorités que nous avons déjà dégagées, c'est la route Banfora Bobo-Dioulasso, Banfora, frontière de la Côte d'Ivoire. Et nous aurons une autre route également qui va passer vers Tinkodogo en passant dans d'autres provinces pour aller vers le Togo. Mais c'est des routes qui ont été identifiées, les travaux sont en train de se faire là-dessus et nous avons bel espoir que d'ici là, ces routes pourront être construites pour améliorer les réseaux routiers de notre pays. Le Japon s'est aussi engagé à offrir gracieusement au Burkina Faso des engins de travaux publics qui pourraient servir dans les travaux de rénovation et de réhabilitation des routes dégradées. La ville de Ouagadougou a par ailleurs été retenue par le Japon pour la mise en œuvre d'un projet routier au choix de l'État burkinabé. Le gouvernement a donc fait œuvre utile en faisant le déplacement de Yokohama. Globalement, c'est un séjour qui a été positif de tout point de vue pour notre délégation. L'occasion nous a été donnée de rencontrer également certains chefs d'État et cela nous a permis toujours d'échanger sur des questions qui nous concernent, notamment les prochaines réunions que nous aurons bientôt le 14 à Ouagadougou autour des problèmes de sécurité dans le Sahel et de sécurité globale, je dirais, dans la zone de la CEDEAO. Comme qui dirait, tout est bien qui finit bien. Voilà, au Sénégal Tamboura, on voit que là, ça bouge aussi en quête de moyens par rapport aux questions de développement, aussi sur la question sécuritaire. C'est vrai que la polémique aussi est née quand le président partait pour Biarritz déjà, pour le sommet du G7, avant d'aller pour le Japon. Oui, en fait, il faut... les polémiques peuvent être comprises dans un contexte de douleur voilà, qui est connu, puisqu'il y avait Koutougou, il y a quelques... dans les... je vais dire... dans la même période. Mais je pense qu'il faut aussi... il y a un devoir diplomatique quand on est à la tête d'une institution. Il y a aussi une exigence de la coopération internationale, vous l'avez entendu. C'est peut-être pour que ces problèmes ne se répètent plus qui l'oblige à y partir, parce que je pense que le Burkina assure aussi la présidence du G5. Et puis je pense qu'il faut, dans ce contexte, il faut éviter de s'isoler. À partir du moment où il a assuré son devoir d'homme d'État, de président du Faso, de compassion, et certainement de tenue de réunions stratégiques pour comprendre ce qui s'est passé, et qu'il y a des chefs d'institution qui peuvent valablement assurer la proximité avec les acteurs, avec la population, je pense que le Burkina a tout intérêt à ce que le président, s'il est obligé d'y être, qu'il y soit, tout simplement. Il faut y engranger des résultats et je crois que nous l'avons... Les résultats sont là. Nous l'avons écouté et c'est très positif de mon point de vue. Maintenant, comme je l'ai dit, il ne faut pas oublier de bâtir une véritable diplomatie avec les pays du Sahara. Je pense que le véritable problème, la solution viendrait de là aussi. En Afrique, oui, au Sahara, au sud. Il faut faire ce travail-là et je pense que le président peut avoir des raisons d'assurer ses obligations d'homme d'État auprès de la communauté internationale. Alors finalement, de façon globale, sur cette question sécuritaire ou sur cette question de gouvernance, où on voit que ça tire partout sur le pouvoir, et qu'en face, on a l'impression que le pouvoir, véritablement, n'apporte pas la solution. C'est juste un problème de compréhension, c'est un problème de mauvaise foi
ou comment on comprend cela? Je ne comprends pas très bien la question. Quel type de solution? Vous semblez faire des efforts, tout mais à l'heure, je venais... écoutez... Vous voyez les organisations syndicales qui s'organisent, qui pensent que rien ne va. Vous avez les acteurs politiques, l'opposition, qui pensent que rien ne va. Moi, je vous ai indiqué ce qui a été fait, les efforts. Les réaménagements dans les départements sécurité et défense, les réaménagements budgétaires sont assez conséquents et devraient apporter une des solutions. Le commandement lui-même a été changé, n'est-ce pas, depuis bientôt quelques mois. Qu'est-ce que le politique peut faire en plus, sinon de bâtir un discours ou de créer des cadres où finalement nous allons faire obtenir une certaine cohésion? C'est peut-être ces efforts qui restent, sauf naturellement maintenant à demander je sais pas, demander l'impossible. Demander l'impossible. C'est une lutte qui nous incombe tous et il nous faut bâtir une armée qui va réussir à vaincre ce terrorisme. D'accord. Siaka Coulibaly, comme l'a dit, vous venez de rentrer donc de la Chine. On a vu tout à l'heure le Japon qui a réuni toute l'Afrique pour parler de son développement. La Chine aussi qui est un géant, qui aujourd'hui a repris ses relations avec le Burkina Faso. Et visiblement, c'est un modèle. De plus en plus, beaucoup de Burkinabés vont s'inspirer de ce modèle-là. Pour vous, c'est un miracle économique, la Chine? Oui, je pense que cet aspect n'est plus à discuter aujourd'hui. On le voit très bien que la Chine présente les deux particularités d'être le plus grand marché au monde, mais aussi l'usine du monde. Donc, que vous ayez des choses à écouler, vous êtes obligé d'aller avec la Chine. On le voit bien avec la guerre commerciale entre les États-Unis et ces pays, où les États-Unis sont obligés de reculer maintenant, parce que les mesures de rétorsion qui ont été prises sont très, très drastiques à leur niveau. Mais aussi, lorsque vous avez besoin de vous approvisionner, vous êtes également obligé de recourir à la Chine. Dans notre cas, et dans le cas de la reprise donc, des relations qui viennent de se faire, je pense qu'il y a lieu de bien imaginer ce que nous allons demander à la partie chinoise, de sorte à ne pas disperser cette opportunité qui est offerte au Burkina Faso. La Chine a d'immenses possibilités. C'est vrai qu'elle n'excelle pas dans les interventions militaires en dehors de son territoire, mais il faut présenter des demandes spécifiques qui lui permettent donc de formuler également une offre. Si on va dans le domaine que la Chine privilégie, c'est le commerce, qu'il considère comme étant la forme la plus civilisée des relations entre les gens et les sociétés. Mais nous, on a des besoins spécifiques qu'il faut formuler de sorte que cela puisse être apporté. Avec la TICAD, on l'a vu, on parle de formation aujourd'hui. Est-ce que dans l'immédiat, c'est ce qui est nécessaire pour nous? Donc, je pense qu'il y a une capacité ici de formulation, de conceptualisation de notre demande, de problématisation également, qui pose problème aujourd'hui. Et si nous n'allons pas vers nos partenaires avec des demandes qui soient celles qu'il faut présenter, on risque fort d'avoir des appuis, mais qui ne sont pas de nature à régler les problèmes que nous avons. D'accord. On reviendra sur le modèle chinois dimanche prochain. Nous sommes en fin d'émission, malheureusement. Monsieur Seni Tamboura, on vous dira merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Mais c'est très bien de faire venir souvent les personnalités de la majorité. Ça nous évite, nous, d'être tout le temps dans le criticisme. Donc, ils endossent aussi ce qu'il est. Parce que nous avons des choses à dire. D'accord. OK, on y pensera. Merci encore une fois. C'est la fin de ce numéro du 7 Info. Merci de nous avoir suivis. Excellente reprise de travail demain. Bonsoir.